Bonjour Monsieur Bunier, merci de nous accueillir en vos locaux. L'histoire et le rôle de l'UFA, les combats qui ont jalonné son histoire longue de 40 ans. Eh bien, comme c'est facile de le voir ici dans cette pièce, nous défendons l'âme de collection pour des questions de patrimoine et culturel. Et en fait, l'UFA est né il y a 40 ans tout à fait par hasard. C'est qu'un jour, l'administration a publié un décret qui était complètement à côté. Donc j'ai téléphoné à l'administration qui m'a demandé de venir les rencontrer et on a retravaillé le texte, mais surtout, il m'a demandé, le contrôleur général de l'époque, qu'est-ce qui ferait plaisir aux collectionneurs. Et c'était le début d'un grand travail où on a libéré le revolver 73, 74 et un certain nombre d'armes patrimoniales françaises. Et à l'époque, il m'a dit faudra m'écrire pour me demander ça et il faudra que votre lettre soit sur un papier en tête d'une association. L'UFA est né de cette façon. Et puis pendant 40 ans, il s'est passé plein de choses. On a libéré au départ, dans les années 80, un certain nombre d'armes. Puis en 86, on a travaillé sur une liste de déclassement d'armes postérieures à 70. Cette liste existe encore aujourd'hui, mais on y reviendra tout à l'heure, ce qui prouve qu'on avait pas mal travaillé pour l'époque. Et en 2000, c'était un grand tournant, parce que j'ai pris le maraudant en voulant faire passer le millésime des armes de collection à 1900 et en demandant la carte du collectionneur parce qu'il y avait une anomalie. Les tireurs pouvaient acheter, ou les chasseurs pouvaient acheter toutes les armes qu'ils voulaient en 5e catégorie C d'aujourd'hui, ils avaient les bons papiers pour. Seulement quand c'était des armes obsolètes, ils n'en voulaient pas. Ceux qui les voulaient, les collectionneurs, ils n'avaient pas le droit de les acheter. Et j'ai traîné 1900 et cette notion de carte de collectionneur pendant une dizaine d'années, et tout le monde disait de moi que j'étais utopiste, que c'était irréalisable. J'ai fait semblant de ne pas les entendre, et au bout de 10 ans, c'est passé dans les mœurs. La carte du collectionneur, c'est issu de ce combat qui a commencé en 2000, donc ça a été acté par le député en 2012, inscrit dans la loi avec la date de 1900 pour les armes. Et la carte de collectionneur, c'est simplement le titre qu'il faut pour pouvoir acheter des armes de collection. Et à l'époque, le législateur avait prévu que celui qui demandait la carte de collectionneur verrait les armes qu'il détenait déjà détenues librement, enfin réglementairement. Donc c'était une forme de régularisation. Et cette carte, elle a traîné, l'administration ne l'a pas mise en place avec le bon décret, ce qui fait qu'on a profiter d'une nouvelle loi votée à l'Assemblée nationale et au Sénat début 2017 pour mettre les pieds dans le plat, et on a tellement agi que le mot collection et collectionneur ont été prononcés 166 fois. Et de guerre lasse, la ministre qui défendait le gouvernement a dit « D'accord, la carte de collectionneur, on va l'appliquer et elle sera en place dans les 6 mois ». Et effectivement, elle est en place maintenant et nous établissons la bonne attestation pour permettre de l'avoir. Sauf qu'entre-temps, l'administration nous a roulé. Les collectionneurs ressentent ça comme une déloyauté de l'administration, c'est que les armes déjà détenues ne sont pas régularisées. On s'est fait avoir. L'action actuelle, c'est bien sûr de défendre les collectionneurs, mais surtout essayer d'obtenir cette régularisation de 6 mois et augmenter la liste de déclassement, parce que celle qu'on avait conçue en 1986, c'était il y a 33 ans, depuis l'eau a coulé sous le pont. Non seulement on avait eu raison en 86, mais on en a oublié, donc on voudrait compléter.
Mais surtout, il y a un décret à la Noix qui a été publié en septembre 2013 pour régler le sort d'un certain nombre d'armes dites de dangerosité avérée. C'est-à-dire que l'État a considéré qu'il y avait des armes antérieures à 1900 qu'il ne fallait pas rendre libres, comme le revolver 1892 par exemple, ou le pistolet automatique allemand C96. Donc ils ont publié cet arrêté, mais cet arrêté, il est un peu absurde parce qu'il interdit des armes qui n'existent pas, comme les Browning 92 et 94. Alors les Browning, entre nous, c'était la marque, elle existe depuis 1929. Donc il n'y a pas de Browning 92 et 94. Ils ont simplement confondu avec des répliques Browning modèle 92 et 94, sauf que les répliques sont déjà en catégorie C. Alors depuis 2013, on dénonce cet arrêté, qui est mal fichu, et non seulement ils ne l'ont pas changé, on a remis tous les bons projets qu'il fallait, ils l'ont réitéré le 24 août 2018 en réécrivant les mêmes bêtises. C'est à ne plus rien y comprendre. On défend aussi les douilles d'artillerie de 14 que les soldats récupéraient après avoir tiré leur obus et parfois les sculptaient. Donc ça trône sur les cheminées depuis 100 ans. Et bien aujourd'hui, la douane et la police saisissent les douilles parce que réglementairement, elles sont interdites. Donc on ferait mieux de courir après les vrais malfaiteurs que créer une nouvelle race de malfaiteurs. Et puis on n'arrête pas de poser des questions à l'administration où on n'a pas vraiment les réponses, et notamment les cannes-fusils. Certains sites refusent les cannes-fusils en disant que le SCA les classe en catégorie A, armes dites camouflées. Or, une canne-fusil d'un modèle d'avant 1900, c'est une arme de collection. Et le SCA n'a toujours pas donné la réponse, et j'espère qu'ils ne vont pas dire que c'est une arme camouflée, parce que dans ce cas-là, les armes camouflées qui datent de Louis XIII, elles passeraient aussi en catégorie A, ce qui serait hautement risible. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la définition du terme modèle. Parce que modèle d'avant 1900, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez des armes qui ont un brevet d'avant 1900, mais qui portent le nom de 1901-1902 parce que ça a été adopté par l'armée américaine à cette date-là. Mais c'est bien un modèle avant 1900. Donc on a fait toute une étude pour l'administration pour expliquer et pour leur demander de prendre un texte pour que tout le monde soit d'accord. Et dans le même esprit de cette étude, on a recensé un certain nombre d'armes à verrou à répétition manuelle qui portent un millésime parfois postérieur à 1900 parce qu'il y a eu une petite modification, une vis, un quadrillage, une hausse. Donc pour nous, c'est avant 1900. Donc on a fait cette liste et on attend la position de l'administration. Bien, le marché de l'arme ancienne est devenu mondial. Pendant longtemps, il était différent pays par pays, il y avait des différences de cotes, mais aujourd'hui, Internet a neutralisé ces différences et les armes valent le même prix aux États-Unis qu'en Europe. Donc la collection, ce ne sont que des passionnés. Et qu'ils soient américains ou russes, c'est toujours les mêmes passionnés. Ils achètent avec leur cœur et leur argent, parce que ça vaut des sous. Encore que le prix de l'arme ancienne a plutôt décoté, et c'est plutôt en baisse, comme toutes les antiquités en général, mais ça fait toujours vibrer les gens. Et je viens de vendre hier un sabre révolutionnaire à un Américain, parce qu'il me dit, il a été dans un régiment de dragons aux États-Unis, et que l'historique de son régiment part à la Révolution américaine,
Et ils avaient ce sabre, donc j'ai vendu ce sabre à un Américain qui est tout content parce que ça va siéger chez lui dans l'historique de son régiment. Donc la collection, c'est une affaire de cœur. Mais malheureusement, cette affaire de cœur, elle n'est pas toujours bien perçue et les collectionneurs sont victimes de brimades. C'est-à-dire que quand on parle d'armes, eh ben on s'imagine tout de suite à l'arme offensive, l'arme qui tue ou qui a tué, ou c'est pas propre. Donc les gens sont fustigés. Fustigés par les médias. Bon, les médias, on sait bien ce que c'est et ce que ça vaut, donc c'est du sensationnel. C'est plus facile de parler d'un arsenal qui a été trouvé chez un collectionneur que de faire une véritable enquête, parce que ça demande moins de mal. Mais quand c'est fustigé par l'administration, c'est beaucoup plus grave. Et on est tombé une fois sur une note interne de la gendarmerie qui disait noir sur blanc, allez visiter les bourses aux armes, c'est là qu'il y a du trafic d'armes et les collectionneurs étaient désignés comme danger potentiel. Donc, pas content du tout, l'UFA a écrit au ministre de l'Intérieur pour protester et écrit au général responsable de cette publication. Le ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était l'ancien de Lyon, et il a répondu une lettre banale, et c'est tombé en eau de boudin, et on continue d'être fustigé par l'administration, les douanes, et c'est intolérable. Donc l'un de nos adhérents doit rencontrer un responsable des douanes pour expliquer ce que c'est que la collection d'armes et pour demander à ce que les agents soient formés pour ne pas fustiger spécialement les collectionneurs. On a vu des collectionneurs embarqués parce qu'ils avaient des baïonnettes, alors qu'aujourd'hui les baïonnettes ne sont même plus considérées comme armes. Donc le collectionneur est malheureux de l'œil de l'autre et heureux de sa collection. Les bourses aux armes, c'est la réunion des collectionneurs, et elles sont diabolisées parce que le collectionneur, il est fustigé, il est lui-même diabolisé. Et les bourses aux armes sont montrées du doigt. Alors bien sûr, il peut y avoir des gens qui dérapent, comme dans tous les domaines, mais il y a le même pourcentage de gens qui dérapent chez les collectionneurs que dans la police, ou dans la gendarmerie, ou dans l'administration, ou chez les paysans, ni plus ni moins. Seulement, c'est nettement plus facile de se faire un collectionneur, ça fait monter les statistiques de saisie d'armes, alors qu'aller dans une banlieue où il y a plein d'armes qui s'échangent sous le manteau, on risque de prendre des coups et c'est beaucoup plus compliqué et les statistiques vont monter moins vite. Donc, on va au plus simple et au plus facile, c'est comme les CRS au bout d'une ligne droite pour les excès de vitesse. Eh bien, on en trouve beaucoup dans les greniers parce que les armes, elles ont toujours fini là. Donc la première chose à faire, c'est savoir de quelle catégorie elle est. Si c'est une arme de collection, pas de problème, on la nettoie et fièrement on peut la mettre sur un mur. Si c'est une arme de catégorie C, avant il fallait la déclarer sans délai à la gendarmerie. Aujourd'hui, c'est simple, il faut aller voir un armurier et la déclarer trouvée chez l'armurier, qui l'inscrit sur son registre et fait la déclaration à la préfecture. Il faut juste fournir un certificat médical de moins d'un mois. Pas besoin de carte de collectionneur, ni de licence de tir, ni de permis de chasser quand on déclare trouver une arme. Si c'est une arme de catégorie B, eh bien, c'est à peu près le même formalisme, sauf qu'il faut passer par la case stand de tir, 6 mois et feuille verte, avoir l'autorisation pour pouvoir être déclaré en préfecture, ou alors on peut la neutraliser, ou on peut la vendre à l'armurier, ou la faire détruire par l'armurier. Mais surtout, il ne faut pas la revendre à n'importe qui, parce que c'est le début d'une chaîne d'ennemis qui n'en finit pas. C'est du trafic d'armes.
Oui, ben, notre point de vue, il est un peu lointain, dans le sens que ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est un dérapage qui est totalement malheureux, mais qui ne nous concerne pas. Nous, on s'intéresse aux armes patrimoniales et de collection, donc on regarde ça tristement comme la planète entière. Vaste question. On veut jouer un rôle, parce que souvenez-vous qu'en 2002, les propriétaires d'armes ont fait échouer Jospin, qui avait créé 17 mesures contre les détenteurs d'armes. Donc on se rend compte qu'on est une force. Donc l'UFA a écrit aux 13 têtes de liste qui sont en tête des sondages IFOP, en posant un certain nombre de questions et surtout en proposant des modifications de la directive. Eh bien, devinez combien on a eu de réponses? 0. On est à 10 jours des élections, donc les candidats, les têtes de liste, se méfient des amateurs d'armes et n'osent pas répondre ni oui ni non, donc ils restent un peu dans l'expectative. Alors on va les relancer sans grande conviction. Mais on a notre botte de Nevers, c'est qu'on laisse ces élections se dérouler, puis on a préparé une modification de la directive, et au niveau européen, on va faire passer cette modification par le canal de notre Fédération européenne de collectionneurs, la FESAC. Alors cette modification, elle va évoluer en fonction des avis des uns et des autres, mais on veut laisser notre empreinte dans la future directive qui va être votée en 2022. Et il vaut mieux passer par là parce qu'on se rend compte au stade purement national que les collectionneurs n'ont rien eu par l'administration, ils n'ont eu que par les politiques. Et aujourd'hui, l'administration dit « Ah ben, on applique la directive ». Eh bien, on va en amont, changeons la directive. Donc, on veut faire modifier la directive au-delà des élections. Eh bien, on est bien content d'en être sorti parce que le décret loi de 1939 avait été pris provisoirement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que tout le monde connaît. Et on classait les armes par calibre. C'était surtout les armes de guerre qui étaient visées. Il fallait éviter de constituer des stocks d'armes de guerre. Et on a traîné ça jusqu'en 2013. Et depuis 1939, combien de collectionneurs ont vu leur collection détruite à cause de ce classement? Alors, heureusement que depuis 2013, le classement par calibre a été abandonné. Donc, cet anniversaire, c'est un joyeux anniversaire parce que le décret est mort. Vive sa mort! Bien, vous avez deux questions. Le futur de l'UFA. L'UFA a été créé il y a 40 ans, dans des circonstances que je vous ai expliquées tout à l'heure, mais l'UFA va continuer. Alors, bien entendu que j'ai atteint une limite d'âge et que je vais passer la main, et je suis en train de trouver et de former mes successeurs. Et le futur de l'UFA, il est grand parce qu'on a beaucoup accumulé de connaissances, de travaux qui vont passer aux successeurs. Et j'espère qu'ils auront autant de succès qu'on en a eu, et en moins de temps qu'on aura mis pour les obtenir, mais on partait de très loin. Alors, rapport aux armes, les hommes, c'est quoi? C'est des vieux enfants. On était tous, quand on était petits, à jouer aux cow-boys et aux indiens, enfin au moins des gens de ma génération, et un attrait pour les armes. Et cet attrait, il est presque charnel. En fait, une arme ne laisse personne indifférent. Soit on aime, soit il y a une répulsion, mais il n'y a pas de neutralité. Et ce qui est curieux, c'est de voir que les hommes aiment plutôt les armes à feu et les femmes plutôt les armes blanches, ou la même répulsion. Donc cet attrait, il est dans l'humanité. Et d'ailleurs, quand mes enfants étaient petits, j'ai voulu les protéger des armes et ils ne voyaient pas mon commerce et ma collection, et ils n'avaient pas de pistolet en plastique. Et dans le jardin,
petit, ils faisaient pampan avec un bâton. Alors finalement, je leur ai acheté des pistolets en plastique parce que c'était en eux et ça n'était pas moi qui avais transmis. Merci, monsieur Bunier.